Juridiques et réglementaires liées à la valorisation des travaux de recherche. Je vais aborder cette demi-heure de mon point de vue d'expert comptable. Donc, vous allez avoir pas seulement avant de passer aux parties exactement juridiques et réglementaires, on va un peu aborder rapidement la partie financière et de valorisation ensemble. Également, dans la partie aspect juridique et réglementaire que j'aborderai avec vous, je ne m'attarderai pas uniquement aux travaux de recherche qui sont euh, argumentés d'un brevet ou d'une propriété intellectuelle déjà enregistrée, parce qu'on sait que préalablement à cette partie d'enregistrement de brevet à laquelle, c'est-à-dire je me joigne à mon prédécesseur pour vous encourager à toujours faire en sorte à protéger vos travaux, il y a quand même périodes dans la vie d'un doctorant ou d'un chercheur qui précèdent cette phase et auquel il y aura certainement des aspects juridiques et réglementaires auxquels on doit faire attention, notamment au moment de la contractualisation des différents autres contrats qui jalonneront votre aventure. Donc, dans ce cadre, on va avoir ensemble un aperçu de la valorisation des travaux de recherche, comment est appréhendée la valorisation de travaux de recherche dans les bilans des entreprises. Je ne vais pas faire de vous des comptables travaux de recherche, mais je voudrais que vous compreniez un peu, que vous ayez un peu la vision des investisseurs, des business angels, des investisseurs risqueurs, un peu des banques, bien que on parle pas, bien que les banques ne sont pas les premiers financeurs de ce type de projet, mais au moins que vous ayez comment est appréhender la valeur des travaux de recherche, qui soit argumentés d'un brevet ou pas, parce que valoriser les travaux de recherche, certes n'est pas totalement dépendant de l'enregistrement d'un PI. Dans un deuxième temps, on va aborder ensemble les aspects juridiques. Et on ne va pas aborder ensemble les aspects juridiques que de la création des entreprises, mais également, comme je vous disais, des aspects juridiques liés aux travaux de recherche. Donc, si on veut avoir ensemble la valorisation des travaux de recherche, comment est abordée la chose? Donc, euh, il y a deux approches en fait. Il y a une approche par le coût et une approche par la valeur. L'approche par le coût, c'est que dans la majorité des cas, quand on parle de travaux de recherche et de valorisation, euh, c'est-à-dire d'inscription comptable des travaux de recherche, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, il y a un consensus général selon la totalité ou la majorité des référentiels comptables dans le monde, que tout ce qui est frais de R&D vont être portés à l'actif des entités qui les entreprennent. Et je vous dis que sous certaines conditions, bien entendu, mais les conditions, c'est pas, ne croyez pas que les conditions de porter, de valoriser en mettant à l'actif des travaux de recherche et développement doivent exclusivement être dans le cas d'existence d'un brevet. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire les recherches et développements sont portés à l'actif dès lors qu'on a une certitude que les travaux vont aboutir euh, à un produit qui sera mis sur le marché. Donc, si on sort de la phase de la recherche fondamentale, primaire, dès qu'on entre dans une phase de développement appliqué, on a la possibilité d'intégrer les coûts de ces travaux de recherche et développement dans l'actif du bilan. Pourquoi capitaliser? Quand on met quelque chose à l'actif, on dit que c'est capitalisé. Pourquoi capitaliser les frais de recherche et développement est un avantage? Parce que ça permet de ne pas
faire subir aux résultats des entreprises naissantes ou des spin-offs ou des startups des coûts dans le résultat qui ne correspondent pas à des revenus, parce que les revenus vont avoir un temps spécifique pour être réalisés. Donc, cette capitalisation nous permet de quand même commencer dans le cadre d'un travail, d'une nouvelle entreprise naissante, euh, avec des dépenses qui peuvent être très importantes, pardon, mais qui, quand on voit le résultat de l'exploitation de l'entreprise, on ne va pas voir des pertes énormes parce que ces coûts auraient été portés à l'actif. Donc, cette notion de porter à l'actif les travaux de recherche et développement est très importante car elle permet également de surseoir quelque part la réalisation des dépenses en attendant les revenus escomptés. Donc, il y a 2 possibilités. On peut dans une entreprise, que ça soit l'entreprise elle-même qui va engager ses dépenses et dans ce cas, c'est elle-même qui va capitaliser, comme elle peut faire appel à un tiers, c'est-à-dire sous-traiter la partie recherche et développement et dans ce cas, comment va se composer le coût? On parle toujours de coût. En interne, on va avoir tout ce qui est coût de production. Qu'est-ce que ça veut dire un coût de production? Ça veut dire l'équipe de recherche et développement qui est au sein de l'entreprise, les salaires qui sont directement affectés au projet dans lequel on est investi, avec bien entendu toutes les charges directes qui sont liées à cette équipe et également les charges indirectes à travers, je ne vais pas entrer avec vous dans les méandres de la comptabilité analytique, mais on a toujours cette possibilité que ce soit pas uniquement les salaires des chercheurs, mais également tous les coûts c'est-à-dire affectables à ce travail de recherche, comme par exemple si on est dans une partie, on va affecter une partie des loyers, par exemple, une partie des frais de fonctionnement, une partie des frais généraux. On peut également avoir des affectations, c'est-à-dire au prorata des temps passés. Par exemple, un chercheur pourrait travailler sur plusieurs projets et dans ce cas, son temps sera divisé sur les différents projets sur lesquels il travaille en fonction de son timesheet ou du temps alloué. Donc, sans entrer dans le coût, ça va dépendre ce qui va être réellement dépensé dans cette valeur. Et ça, euh, on le verra au bilan des entreprises d'une façon ou d'une autre. Par contre, si on va acquérir cette dépense auprès de tiers, ça va venir euh, avec le prix d'achat qu'on a acheté. Alors, ça, c'est le coût, c'est-à-dire c'est la notion de la dépense, de ce qu'on a payé pour avoir ces travaux de recherche et développement. Par contre, comment valoriser ces travaux de recherche et développement? Quelle est la valeur de ces travaux de recherche et développement? Et c'est là où je voudrais, c'est-à-dire vous donner un peu une notion de distinction qui est très importante lors de toute la vie d'un chercheur ou d'un start-upper. C'est cette distinction entre le coût et la valeur qui va se traduire dans le futur, dans la négociation de vos contrats, quel que soit le type de contrat dans lequel c'est-à-dire qui va vous occuper. Euh, et je ne saurais dire mieux que Warren Buffett, qui disait que le prix, ce que vous payez, alors que la valeur, c'est ce que vous obtenez. Et dans ce cas, si on veut aborder l'approche de la valeur de travaux de recherche et développement par la valeur, on devra aller chercher de ce que dit actuellement la finance pour valoriser, puisque un business angel, un capital risqueur, une private equity, n'importe quel investisseur qui va s'intéresser à vos travaux pour un éventuel investissement va s'intéresser à combien valent vos travaux et avec l'approche par la valeur, on va aller voir ce qu'il y a actuellement sur la finance, la corporate finance, comment on aborde la notion de valeur. En fait, quelle que soit actuellement
le type de valorisation qu'on voudrait, le type de valorisation financière qu'on voudrait faire, il y a 2 approches et ces 2 approches sont des approches, un peu historiques. Ça date du siècle dernier, même avec l'avènement de toutes les startups actuelles et cetera. On reste quand même sur 2 approches de valeurs, bien identifiées qui sont, la méthode des comparables, c'est-à-dire qu'on va aller chercher quelque chose de comparable, combien elle vaut sur le marché, combien elle vaut, et on va appliquer ces comparables. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais ça veut dire que si on va appliquer ça à un brevet ou quelque chose d'unique, c'est pas trop le cas parce que quand on fait des travaux de recherche, on est plutôt attelé à ce que ces travaux soient des travaux un peu uniques et un peu non comparables à ce qui s'est fait auparavant. Bien que même cette notion de comparabilité, elle peut s'appliquer, par exemple, si on est dans le domaine de la pharmacologie, on va quand même avoir un référentiel de valeur dans la pharmacologie, d'un brevet pharmacologique, de durée de vie, etc. Donc, il y a quand même certaines pistes d'utiliser la partie des comparables. Mais surtout, il y a la deuxième méthode, et certainement c'est la méthode qui va vous être enseignée si vous allez encore, à intégrer, pas enseigner, mais au moins expliciter, si vous intégrez un centre d'incubation et cetera, qui est, la méthode la plus, consensuelle et qui est la méthode, par excellence de valorisation des travaux de recherche et développement qui, la méthode basée sur les revenus futurs attendus. Et vous voyez dans cette logique de valeur future attendue, il faudrait démontrer la possibilité pour vos travaux de recherche de générer des revenus futurs. Et cette possibilité de générer des revenus futurs devrait être non seulement démontrée, mais également approchée dans une logique euh, d'estimation et de mise en place d'hypothèses rationnelles et mesurables pour voir de comment va se comporter mon produit une fois sur le marché ou mon invention une fois sur le marché, les revenus futurs escomptés, les charges qui vont être générées, l'impôt que je devrais payer en fonction de mon déploiement régional sur quel pays, sur quel type d'activité, et de ce net d'activité, je pourrais réaliser ou estimer une valeur de mes actifs, de mon invention. Et sur cette base-là, vous allez pouvoir, c'est-à-dire consolider les projections et apprécier les différents risques de votre projet pour avoir de combien on parle. Et ça, vous allez en avoir l'occasion de négocier lors de vos prochaines aventures, j'espère. Donc, il faudrait toujours avoir dans l'idée, dans la tête, cette notion de distinction quand on parle, parce que c'est des notions que vous allez avoir tout au long de la négociation des contrats, et cetera, avant qu'on s'en plonge directement dans les contrats. La notion de coût, c'est ce que m'a coûté mes travaux de recherche, et la notion de valeur, c'est ce que valent mes travaux de recherche. Et ça, c'est la distinction qui doit être faite dans tout ce qui est notion c'est-à-dire il faudrait que vous disiez que vous, vous parvenez à convaincre que la valeur de vos recherches et développements. Je dis ça tout en vous disant que la valeur, elle n'est pas systématiquement supérieure au coût, hein. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place plusieurs milliers, la centaine de milliers d'euros dans des travaux de recherche et développement qui, in fine, ne vaudront pas le coût qu'elles ont coûté. C'est toute la notion de risque qui est autour de cette notion de recherche et développement. Donc, voilà ce qui est dans l'actif, ce qui est posté dans l'actif d'une entreprise, ce qu'on voit dans la partie, heu, hem, c'est-à-dire actifs incorporels ou actifs immatériels des entreprises, c'est généralement le coût de ce qu'ils ont, de ce qu'a coûté l'invention. Mais la valeur, c'est la valeur auquel on pourra céder
éventuellement cet actif-là. Donc, par exemple, un brevet qui vous aura coûté pour le mettre en place, je dirais 100 000 dinars ou 100 000 euros, va être présenté dans le bilan de votre entreprise à 100 000 euros. Ça ne veut pas dire que c'est sur ce 100 000 euros que vous allez négocier avec un futur investisseur. Vous allez négocier sur la valeur que vous escomptez obtenir de ce coût-là. Donc, je voulais juste vous mettre dans cette première intervention qui est la mienne, la distinction entre coût et valeur, avant de passer ensemble aux aspects juridiques et réglementaires qui vont vous permettre de monétiser ces travaux de recherche et développement. Je n'ai pas axé mon intervention sur le fait d'attaquer que la partie relative à la propriété intellectuelle, mais les autres conférenciers ont eu la grande euh, possibilité de vous expliquer ça mieux que moi. Moi, je vais m'attarder aux 4 types, 4 possibilités de monnayer vos travaux de recherche et développement. Pour moi, tout au long de l'expérience que j'ai eue dans ce cadre, il y a 4 possibilités de monnayer vos travaux de recherche et développement. 4 possibilités sur lesquelles vous devez faire attention aux différentes aux différents aspects juridiques et réglementaires. Il y a en premier lieu quelque chose qui est très courant, c'est par rapport à un contrat de travail ordinaire ou par projet. Vous allez intégrer un grand groupe, vous allez faire de la recherche et développement dans un grand groupe, et dans son grand groupe, vous allez, ou une grande entreprise ou une moyenne entreprise, whatever, vous allez avoir un contrat de travail. À quoi vous devez faire attention si vous allez signer un contrat de travail en tant que chercheur? Parce qu'avant de créer peut-être votre entreprise ou votre spin-off ou votre start-up, peut-être que vous allez passer par la phase de contrat de travail. À quoi vous devez faire attention? On verra ensemble si vous êtes un prestataire externe également dans le domaine de recherche-développement, à quoi vous devez faire attention. Pour la partie cession de brevet, vous avez vu avec François tout à l'heure la possibilité de saisir ou de céder le droit d'utilisation, les royalties, etc. Donc, on verra ensemble quels sont les points juridiques et réglementaires auxquels vous devez faire attention. Et in fine, si vous allez créer une start-up ou une spin-off, quelles sont les formes de création d'entreprise dans le domaine qui sont les formes de création d'entreprise en R&D. Donc, si vous êtes dans une première phase, vous allez, par exemple, intégrer un groupe, un contrat de travail, vous devez faire attention que un contrat de travail peut être n'a pas à avoir une forme écrite, mais c'est-à-dire dans plusieurs entreprises, il y a encore la possibilité de recruter surtout au Maghreb. Il y a plusieurs personnes qui sont recrutées sur une simple lettre d'engagement. Ça se fait de moins en moins, mais je voudrais juste attirer votre attention que la réglementation du code du travail, de Labor Code, c'est-à-dire la réglementation de travail, n'impose pas dans tous les cas une forme écrite au contrat de travail. Et ça, vous devez faire attention, c'est-à-dire votre employeur ne saurait pas dans l'illégalité s'il vous recrute sans contrat de travail écrit. Donc, faites attention à ce que le contrat de travail soit écrit parce que s'il n'est pas écrit, vous allez vous retrouver dans un contrat bateau avec les règles, excusez-moi, avec les règles standards de contrat de travail type. Et dans ce cadre-là, vous allez devoir voir si votre contrat de travail serait un contrat à durée déterminée, si c'est pour un scope bien clair, si c'est un contrat à durée indéterminée. Ce qui est également intéressant à dire dans le contrat de travail, c'est vous pouvez être recruté dans le cadre d'un travail de recherche et développement par un grand groupe, etc. Il faudrait faire attention que le contrat de travail
n'apporte pas d'obligation de résultat. Il y a pas la notion d'obligation de résultat dans le cadre d'un contrat de travail. C'est-à-dire que si vous êtes recruté par une grande firme ou par une entreprise pour développer quelque chose et que pour une raison ou pour une autre, le prototype n'a pas fonctionné ou ça ne peut pas être considéré comme une faute grave impliquant la rupture du contrat de travail. La notion d'obligation de résultat n'existe pas dans les contrats de travail. Le contrat de travail vous permet également une couverture sociale. Vos impôts seront prélevés à la source et il n'y a aucune démarche juridique préalable à la signature du contrat de travail, ne serait-ce que la lecture et la relecture de votre contrat. Le dernier point très important dans le cadre d'un contrat de travail, c'est que si vous êtes employé par une entreprise, les travaux de recherche que vous allez déployer, si vous êtes salarié, vont appartenir exclusivement à l'entreprise ou au groupe auquel vous appartenez. C'est-à-dire, même si vous tombez sur la molécule qui va soigner la plus grave des maladies, si vous êtes dans une entreprise ou dans un laboratoire pharmacologique, cette molécule appartiendra au laboratoire pharmacologique parce que vous êtes salarié de ce laboratoire. Bien sûr, il y a des clauses d'encouragement, des clauses de d'intéressement qui peuvent être données aux chercheurs dans le cas de la réussite, etc. Bien sûr que votre nom va être cité dans les travaux de recherche, etc. Mais ça ne sera jamais votre invention. Donc voilà ce que je pourrais dire sur le contrat de travail qui peut être dans une première phase un tremplin pour vous permettre de travailler dans des grands laboratoires, par exemple, pour vous permettre également de, d'accéder à des grands laboratoires et de développer vos capacités de recherche si vous êtes dans cette logique-là. Donc, faites attention que le contrat de travail doit être une forme écrite que vous devez revoir et que ça ne vous donne pas la possibilité que ça ne vous donne pas la possibilité de vous approprier les travaux de recherche que vous aurez développés inside à l'intérieur de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, ça c'est ce qu'on pouvait dire sur le contrat de travail. La deuxième possibilité de monnayer vos travaux de recherche, ça serait que vous soyez un prestataire, un chercheur prestataire externe donc, il y a certaines entreprises qui ne voudraient pas prendre le risque de salarier ou de prendre de créer un département de recherche-développement, mais qui aura besoin de développer, par exemple, de changer les capacités d'un emballage particulier de ces produits et elle va faire appel à des prestataires externes qui vont développer pour elle ce travail-là. Donc, dans ce cas-là, quels sont les éléments juridiques et réglementaires auxquels vous devez faire appel? C'est que, premièrement, c'est un contrat entre deux parties, donc entre vous, quelle que soit votre structure, on verra ensemble après, et la société qui va vous payer. Et dans ce cas, on est dans une certaine liberté contractuelle, mais il faudrait faire très attention au transfert de PI, comme vous l'a expliqué tout à l'heure François. Généralement, les contrats avec un prestataire externe, contrairement aux contrats avec un contrat de travail, vont avoir ce qu'on appelle, ils sont toujours assortis d'une obligation de résultat et d'une obligation de respect de délai. C'est-à-dire, quand on est salarié et que finalement, pour une raison ou pour une autre, on a pris du retard pour mille raisons, cette prise de retard dans les travaux quand on est salarié ne peut pas être sanctionnée par l'employeur. Par contre, un client qui sera pour vous, vous allez être le fournisseur de ce client, pourra ne pas vous payer le prix escompté, pourra appliquer des pénalités de retard si jamais vous n'êtes pas dans les délais contractuels qui ont été abordés conclus dans le contrat. Donc, il faut faire attention également quand vous allez vous mettre, c'est-à-dire
vous engager sur des délais, que la nécessité, quelles que soient les conditions, de respecter ces délais, parce que généralement, quand on met des délais, on met derrière des cautions, on met derrière des garanties pour le respect des délais, sinon il y aura probablement des pénalités qui seront assorties au retard. Est-ce qu'il faudrait vous dire, par exemple, une entreprise qui décide de changer l'emballage, je prends le cas simple d'un changement d'emballage pour une grande entreprise. Il y a derrière une campagne marketing qui est déjà programmée, toute une campagne de com il y a de l'argent qui a été engagé par l'entreprise. Il serait pas entendu pour cette entreprise que vous délivrez en retard. Donc, il faut faire très attention aux termes, au respect des délais. Généralement, quand on est un prestataire externe, euh, il faut avoir déjà un statut juridique parce qu'on va être dans une obligation de facturer et toute facturation d'activité qui serait d'une façon pas sporadique, c'est-à-dire d'une façon continuelle, dans la majorité des cas, va vous obliger à créer une entreprise et on verra dans le quatrième, dans le dernier point, quel type d'entreprise vous pourrez créer. Donc, la facturation et les paiements dans ce type de contrat vont se faire selon le contrat. Il y a toujours la notion de la TVA qui est abordée dans ce type de contrat, sauf quand on fait de l'export. Donc, quand on est une entreprise qui va être de la Sud-Méditerranée et qu'on a décroché un contrat avec une entreprise externe à notre pays, généralement, on ne facture pas la TVA. Il y a également, bien sûr, toute la partie imposition, etc. Et ça, vous pourrez vous approcher de votre expert comptable pour avoir plus d'informations. Par contre, euh, il faudra également vous dire que si on est dans une petite, c'est-à-dire, par exemple, je donne le cas des chercheurs de design. Les chercheurs dans le domaine de design créent généralement des SARL dans lesquels ils vont créer euh, prier pour le compte d'autrui des designs, des logos, etc. Je prends le cas très spécifique de ces types de sociétés qui peut être une société qui pourra vivre les premières années de sa vie en prestant pour autrui. Donc, dans ces prestations pour autrui, vous allez avoir des revenus sur l'année. Il faudra vous dire que quand on est en société, si on réalise des bénéfices, il faut toujours vous donner c'est-à-dire la notion que les bénéfices euh, ne sont euh, obtenu que l'année N+1. C'est-à-dire vous pourrez travailler toute une année. Si vous n'avez pas de salaire sur cette entreprise, si vous n'êtes pas salarié de votre propre entreprise, vous ne recevrez vos bénéfices que l'année prochaine, après les paiements des impôts et éventuellement l'impôt sur les dividendes. Donc, par contre, dans le cadre d'un contrat de prestation, euh, il n'y a pas de transfert il n'y a pas de transfert de propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire. Vous pouvez, dans le contrat, avec votre prestataire, dire que vous restez titulaire de la propriété intellectuelle de ce que vous avez développé. Ou au contrario, vous pouvez dire que la propriété intellectuelle sera transférée et là, on revient à ce qu'avait dit, à ce que vous avez conseillé François sur la partie de la propriété intellectuelle. J'ai abordé les choses sur un ton vraiment détaché par rapport à la propriété intellectuelle pour que vous ayez la possibilité également de voir quels sont les différents contrats si on n'a pas encore déposé de brevet. Si on n'a pas encore déposé de brevet, on peut quand même être prestataire pour le développement pour le compte d'autres compagnies euh, plus importantes. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur la distinction entre prestataire externe et salarié en entreprise. Le troisième point, ça va être la cession du brevet. Et dans ce cas, on est réellement dans la propriété intellectuelle. Pour les chercheurs qui auraient déposé des brevets ou
Ils peuvent céder le brevet ou céder le droit d'utilisation du brevet. Et dans ce cas, il faudrait voir quelles sont les conditions, en fonction des clauses de votre contrat de cession. Il y a également la possibilité, si le brevet est développé et enregistré par une start-up, il peut être cédé indépendamment de la cession de la start-up en elle-même. Donc, par exemple, je vous donne le cas et ça on parle, une entreprise qui aurait développé, un brevet sur quelque chose de particulier, elle pourrait céder que le brevet et continuer son développement à elle autour d'autres filières d'innovation que le brevet en question. Et donc, le fait que l'innovation soit l'élément le plus valorisé dans une start-up, il est possible de la céder sans céder le brevet, sans céder la société. On voit ce cas réellement dans plusieurs, on a vu ce cas dans plusieurs startups. Pourquoi on cède le brevet sans céder la startup, sans que les personnes n'entrent directement dans le capital de la startup? Pourquoi moi qui ai développé une startup, je suis dans l'obligation de céder, je pourrais être dans l'obligation de céder que mon brevet au lieu que les investisseurs int c'est-à-dire heu, actionnaire ou associé de la start-up. Ça peut être dû au ce qu'on appelle au due deal, c'est-à-dire une start-up qui aurait 5 ans ou 10 ans ou 10 ans de 5 ans d'existence, pourrait à l'occasion de ce qu'on appelle le due diligence, c'est tout ce qui est accord préalables qui sont faits par les auditeurs pour voir quelle est la valeur de l'entreprise. Si la valeur de l'entreprise d'une start-up est réellement que dans son brevet, peut-être pour des raisons d'optimisation fiscale et pour des raisons pour vous d'augmentation de la valeur, comme je vous disais, que de céder que le brevet vers une nouvelle entreprise qui, elle, aura dès le départ une valeur assez importante et qui n'aura pas à traîner toute la partie disons, des actifs fictifs ou ce qu'on appelle des passifs latents dans la start-up primaire. C'est-à-dire, vous pourrez avoir une nouvelle entreprise ex novo avec une nouvelle direction, une nouvelle qui va reprendre ce brevet-là et vous pouvez bien entendu être partie prenante de la nouvelle aventure avec les nouveaux business angels et vous créez une nouvelle entité. Donc voilà, cette possibilité de céder le brevet, comme je vous disais dans ma première intervention, à une valeur qui pourrait être vachement, j'espère, supérieure à son coût, va vous permettre en fait ce changement d'échelle va vous permettre ce changement d'échelle dans le cadre d'une nouvelle entreprise. Donc voilà pour la partie de la cession de brevet qui peut se faire indépendamment de la cession d'entreprise. On peut quand on parle de cession d'entreprise, c'est-à-dire on va céder une part de notre, de no si on était à 100 dans une entreprise, on pourra céder par exemple 50 de notre capital à autrui, à un business angel, un investisseur, mais également on pourra commencer une nouvelle aventure avec une toute autre société. Et dans ce cas-là, on va passer à la partie création de start-up et spin-off. Ce sont les 2 formes de création, les plus connues actuellement des start-up et des spin-off. Juste une petite distinction, pourquoi on dit start-up et pourquoi on dit spin-off? Heu, Moi, là, c'est la traduction en français qui me paraît la plus marquante. La start-up, c'est quelque chose d'ex novo, de nouveau, et la spin-off, moi, j'aime bien le terme euh, reproduction par bourgeonnement qu'on a vu ensemble, je crois, dans nos années de lycée. La spin-off suppose qu'il y a une entreprise mère.
une première entreprise duquel est sorti, on va venir, détacher la partie de recherche et développement pour créer, comme je vous disais dans la session de brevet, on va venir détacher la partie, recherche développement pour en créer une nouvelle, entité. Donc vous voyez que, la notion de spin-off est celle qui se développe un peu plus parce qu'elle, elle suppose la spin-off suppose quand même que les travaux de recherche sont dans une phase d'aboutissement. On n'est pas dans la partie idéation. La notion de start-up pourrait être plus appliquée à des travaux où on est encore dans une phase, d'idéation. Donc, les formes juridiques, peuvent revêtir la forme de société anonyme, la forme de société en fonction de la législation de chaque pays. Ça peut être une société anonyme, ça peut être une SAS, ça peut être une société, par action, ça peut être une SARL, ça peut être une SUAR. Là, franchement, ça va dépendre de la composition des associés, du nombre des associés, c'est-à-dire de l'ouverture du capital qu'on voudrait avoir, par exemple, sachant que les changements juridiques des entreprises est quelque chose qui se fait, même si on a commencé, par exemple, sous forme de SARL, on pourrait, aller si l'entreprise se développe, on pourrait aller à un changement de SARL vers SA sans problème. Donc ça, il y a également une phase, c'est-à-dire même si vous avez commencé avec une structure légère, parce que vous ne pouvez pas commencer vos travaux en créant une SA qui, euh, pour le compte va nécessiter un déploiement juridique beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à gérer pour une entreprise nouvelle. Sachez c'est-à-dire la montée en échelle dans le cadre c'est-à-dire dans le cadre de statut juridique est totalement possible et ça est faisable. Donc, les démarches de création se sont simplifiées ces dernières années grâce à la réglementation et la digitalisation. Ce n'est pas sur ces démarches de création que je voudrais axer ces dernières minutes qui me restent, mais plutôt sur, les éléments qui doivent accompagner cette création d'entreprise. Le premier point sur lequel je vous recommande réellement de vous atteler, c'est la rédaction d'un pacte d'actionnaires entre les cofondateurs si vous êtes, par exemple, dans une spin-off ou dans une start-up, parce que c'est ce cadre-là, parce que les statuts, généralement, c'est des statuts bateaux qui ne vont pas aller dans le détail de la relation entre les cofondateurs, par exemple. La relation entre les cofondateurs doit absolument revêtir la forme d'un pacte d'actionnaires. Par exemple, et ça, c'est très important parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne continuent pas l'aventure, non pas parce que le produit en lui-même n'est pas viable, mais parce que les associés, au bout d'un certain moment, n'arrivent plus à s'entendre. Et ce manque d'entente entre les associés trouve généralement son origine dans le défaut d'impact d'actionnaires entre eux. C'est-à-dire, vous allez trouver un associé qui va vous dire, moi, j'ai travaillé beaucoup plus que l'autre associé, moi, j'ai apporté plus. Toute cette notion-là, cette notion de travail des associés au début doit absolument être fait dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Vous pouvez vous approcher d'un avocat ou d'un expert comptable qui va vous aider dans cette logique-là. Il faut mettre les choses par écrit. S'il y a un actionnaire qui apporte que de l'argent et un actionnaire qui apporte du travail, il faudra que ce soit mis par écrit. Il faudra qu'on valorise l'apport de chacun des actionnaires à sa juste valeur. Également, il y a la contractualisation commerciale avec les fournisseurs et les prestataires en relation avec l'innovation. Ça, il faudra être très vigilant dans tout ce qui est, c'est-à-dire si vous allez faire appel à un développeur informatique sur une des phases, il faudra que le contrat ne pas seulement se mettre d'accord d'une façon verbale, mais se mettre d'accord d'une façon écrite pour protéger votre innovation. Euh, un autre point également est que dans le cadre des startups et des spin-offs,
dans la majorité des pays actuellement, on a des cadres juridiques et des cadres fiscaux qui apportent des avantages fiscaux. Il ne faudra pas que les avantages fiscaux soient le leitmotiv de la création de votre entreprise, parce qu'on a vu également plusieurs cas où on se précipite à aller créer une start-up, euh, indépendamment de la viabilité ou pas du produit, juste parce qu'on sait qu'il y a un avantage fiscal derrière. L'avantage fiscal derrière est donné c'est-à-dire quand valoriser l'avantage fiscal, il faudra que derrière, il y a des revenus et il y a des bénéfices. Donc, il ne faudrait pas que l'avantage fiscal soit la seule motivation pour la création et toujours rester dans l'innovation. Il faudra également, dans vos schémas de financement de départ, prévoir le coût administratif pour assurer les compliance juridiques. Et ça, je voudrais vraiment attirer votre attention que dès la création, dès le premier jour de la création d'une spin-off ou d'une start-up, vous allez être soumis exactement au même c'est-à-dire batterie de compliance juridique et fiscale. C'est pas, je ne dis pas ça pour vous décourager, je dis ça juste pour vous avertir que dès le premier jour de la création de l'entreprise, c'est pas dès le premier jour de la réalisation de chiffre d'affaires, dès le premier jour de la création de l'entreprise, vous avez des obligations fiscales et comptables et juridiques auxquelles vous devez être auquel vous êtes le premier responsable. Vous a- on vous demande pas d'avoir on vous demande pas d'avoir les connaissances infuses de ces compliance, mais par contre de prévoir dans votre chemin, dans votre fonds de roulement de départ pour le financement de votre entreprise, c'est-à-dire la partie juridique, la gestion de la partie administrative et juridique de votre entreprise que vous pouvez externaliser ou que vous pouvez recruter une personne pour la faire, mais il faudra la prévoir pour que vous ayez cette possibilité, peut-être in fine, de faire un grand cash-out, c'était votre start-up, sans qu'il y ait des contingences fiscales ou des passifs latents relatifs à un manquement juridique qui aurait été le vôtre lors de cette première phase dans laquelle on sait on est plus concentré sur l'innovation que sur la partie juridique. Voilà ce que je est-ce que, je crois qu'on a fait le tour par rapport à ce que je voulais vous c'est-à-dire, les points juridiques, sur lesquels je voulais que vous faites Si, attention. Madame Selima, donc on va prendre quelques questions rapidement. Alors, une question de la part de Abdallah, il vous dit comment les startups et spin-offs en R&D peuvent-elles optimiser leur protection de la propriété intellectuelle tout en gardant une certaine flexibilité pour collaborer avec des partenaires externes? Alors, la partie de la recherche de la protection de la propriété intellectuelle, ça va être le contrat avec lequel c'est les clauses contractuelles que vous allez mettre en collaborant avec des prestataires externes. Il faut faire très attention à ne jamais collaborer en dehors des clous d'un contrat pré-négocié et pré-établi avec les prestataires externes. C'est ça la clé magique, c'est le contrat. Donc, il faudra peut-être, dans ce cadre-là, prévoir un contrat type avant de commencer, parce que ce déploiement juridique pourra être fait dans un premier temps, créer un contrat type et que les clauses soient, c'est-à-dire les clauses de protection, soient déjà mis en place, soient déjà blindées, pour que ce contrat-là, vous allez pouvoir l'aborder ou le déployer à chaque nouvelle transaction commerciale. Donc, à mon avis, la clé de voûte serait de vous fournir ou de vous approcher des professionnels pour avoir des contrats types. Très bien, merci pour votre réponse, Madame Selima. Donc, y a-t-il d'autres questions rapidement, s'il vous plaît?
Je pense qu'on a fait le tour, madame Selima, donc merci pour votre disponibilité Merci à aujourd'hui. tous. Bonne chance pour le reste de votre Mer formation. Merci. Donc on va passer à la table ronde qui va être diffusée en live aussi. Donc, on va juste, clôturer cette session pour passer à la suivante. Merci beaucoup. Merci, au revoir.